Alors, imaginez un peu la situation. Un terrain immense, de plusieurs dizaines d'hectares, Oui. en plein cœur de Yaoundé, la capitale du Cameroun, un des quartiers les plus stratégiques. Et ce terrain, qui abrite l'ambassade de France, eh bien, il est loué pour 1 franc symbolique par an, 1 franc symbolique. pour 99 ans. C'est le genre de révélation qui a de quoi mettre le feu aux poudres. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a peu sur les réseaux sociaux camerounais. C'est ça, c'est un journaliste, Bruno Bidjan, qui a vraiment popularisé cette info. Et pour notre analyse aujourd'hui, on va s'appuyer sur une vidéo passionnante de la chaîne L'Afrique qui gagne. Une vidéo très éclairante, oui, parce qu'elle ne fait pas que relater le fait, elle essaye de comprendre ce que tout ça révèle des dynamiques actuelles. Absolument. L'idée, ce n'est pas juste de s'indigner bêtement, c'est de décortiquer ce que cette histoire nous raconte. On va donc se pencher sur les détails de cet accord. Mais surtout, et c'est là que la source est intéressante, on va mettre ça en perspective. Oui, avec un contre-exemple. Exactement. On va voir comment un pays voisin, le Sénégal, a géré des situations post-coloniales très similaires. Et la différence est saisissante. Et puis il y a la question du timing. Pourquoi maintenant ? L'analyse de la source est assez critique sur les motivations derrière cette révélation soudaine. C'est ça. On va plonger dans les notions de souveraineté, d'histoire, mais aussi de communication politique. C'est vraiment fascinant. Bon, alors commençons par le début. Ce fameux accord. On parle d'un bail amphithéotique. C'est un terme un peu technique, mais il a son importance. Il a toute son importance, oui. Pour faire simple, c'est un bail de très très longue durée, ici 99 ans. Ça donne au locataire des droits qui sont quasi similaires à ceux d'un propriétaire. Il peut construire, aménager... Voilà, c'est un outil qui était très utilisé à l'époque coloniale pour en gros installer une présence durable. Et celui-ci donc, il lie la France et le Cameroun pour un loyer, qui n'en est pas un franc. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas une information qui était secrète, cachée au fond des archives. Pas du tout. Mais le fait de la mettre en lumière comme ça récemment, ça a provoqué une vraie tempête. La source qu'on analyse décrit une vague d'indignation, un sentiment de spoliation qui remonte à la surface. C'est ça. Comme si des milliers de gens découvraient cette réalité pour la toute première fois. La réaction, c'est celle d'une révélation du siècle, pour reprendre les mots de la vidéo. On pourrait y voir un sursaut, une prise de conscience, un élan de souverainisme. On pourrait se dire « Ah, enfin, les gens ouvrent les yeux sur ces vestiges du passé. » On pourrait, oui. Et l'émotion est légitime, bien sûr. Mais l'analyse de la vidéo nous invite à ne pas nous arrêter là. Elle suggère que derrière cette indignation, il y a peut-être autre chose à comprendre. Ok, donc elle ne nie pas le problème de fond. Non, elle ne nie pas le caractère choquant du fait, mais elle questionne son traitement médiatique et son timing. Et pour ça, la vidéo utilise un miroir, un contre-exemple qui change toute la perspective. Et c'est là qu'on arrive au Sénégal. On arrive au Sénégal, juste à côté. Le point de départ était très similaire après l'indépendance. Mais la suite de l'histoire... N'a rien à voir. Absolument rien à voir. C'est une différence de méthode qui est fondamentale. Le Sénégal n'a pas attendu une polémique sur les réseaux sociaux. Ils ont agi bien avant. Bien avant. Dès 1976, à peine 16 ans après l'indépendance, ils ont posé un acte de souveraineté juridique. Ils ont modifié leur législation foncière. Un acte concret, une loi, pas une déclaration, pas un coup de menton. Une loi. Très précisément, l'article 39 du Code du domaine de l'État sénégalais. C'est très précis. Et cet article, adopté en 1976, il dit une chose très simple. Laquelle ? Désormais, au Sénégal, la durée de n'importe quel bail amphithéotique est plafonnée. 50 ans maximum. Fini les baux de 99 ans. Fini. Et la source insiste bien, cette règle s'applique à tout le monde. La vidéo le dit de façon très directe. Même pas les Russes, la France, peu importe, pas de traitement de faveur. La loi sénégalaise s'applique sur le sol sénégalais, point. C'est ça. Et là, la comparaison avec la situation camerounaise telle qu'elle est décrite, elle est brutale. D'un côté, un pays qui, il y a presque 50 ans, a utilisé le droit pour reprendre le contrôle. Et de l'autre. De l'autre, un pays où non seulement ce bail de 99 ans court toujours, mais où, d'après la vidéo, on continuerait de signer des baux de très longue durée. La source utilise une phrase qui marque. Oui, elle est très forte. Elle dit que des enfants naissent aujourd'hui au Cameroun et ils mourront sans que ces terres n'appartiennent jamais aux Camerounais. C'est une image puissante. Très puissante, parce qu'elle illustre la différence entre une souveraineté qu'on proclame
qui s'exprime l'indignation, et une souveraineté qu'on exerce, celle qui s'inscrit dans les textes et qui modifie l'avenir. Et pour le Sénégal, ce n'était qu'un début. L'analyse montre bien que la logique s'est étendue, au-delà de la durée des baux. Ça a aussi touché l'argent. Bah oui, forcément. Une fois que le principe juridique est acté, le reste suit logiquement. Depuis cette même année, 1976, la France paye un loyer. Un vrai loyer. En bonne et due forme. Voilà, on n'est plus dans le symbolique. La vidéo précise que c'est un contrat moderne, Ouais. une redevance payable d'avance, des clauses de révision possibles pour s'adapter à l'inflation, à la valeur du terrain, D'accord. et un point très important, une obligation de mise en valeur du terrain par le locataire. On passe d'un accord quasi gratuit, un peu figé dans le temps, à un contrat commercial équilibré entre deux États. C'est un changement de paradigme. Complètement. Mais l'exemple le plus spectaculaire que donne la source, celui qui illustre le mieux cette souveraineté en action, c'est le militaire. Absolument. Là, on touche au cœur du régalien. Et la vidéo, elle liste un calendrier de restitution des bases militaires françaises. Et ce calendrier est d'une précision implacable. Tout est prévu pour se dérouler en 2025. C'est ça qui est impressionnant, la clarté. En l'espace de 4 mois à peine, le Sénégal récupère tout. On sent que c'est planifié. C'est très clair. Ça commence le 7 mars 2025 avec le camp Maréchal, la base aérienne Saint-Exupéry à Dakar. Des noms très symboliques. Oui. Ensuite, le 15 mai, c'est le quartier de la Marine au port de Dakar. Le 1er juillet, une station d'émission stratégique. Et ça se termine le 17 juillet avec la remise du plus gros morceau, le camp militaire de Bel-Air. C'est un démantèlement méthodique, pas une vague déclaration d'intention. Non, c'est du concret. C'est exactement le terme qu'utilise l'analyse. Des actions tangibles, datées, vérifiables. C'est ça le cœur de l'argument. La souveraineté, dans cette vision des choses, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une posture. C'est une pile de dossiers. C'est une série d'actes, administratifs, juridiques, militaires, qui changent concrètement la réalité sur le terrain. Une souveraineté de dossier, oui, pas seulement de discours. Ce contraste est tellement fort qu'on en revient à la question de départ. Pourquoi cette histoire au Cameroun sort maintenant et de cette façon? Et c'est là que l'analyse revient sur le journaliste Bruno Bidjan. C'est le pivot de la vidéo, en fait. Après avoir montré ce qu'est une souveraineté efficace, l'auteur s'interroge sur la démarche camerounaise. Et selon lui, ce ne serait pas vraiment du journalisme d'investigation, ou une démarche souverainiste de fond. Non. Non. L'expression qu'il emploie est très imagée, très locale. Il parle d'un goumine mal digéré. Un goumine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chagrin d'amour, un dépit, une rancœur. C'est ça. L'idée, ce serait que cette révélation est motivée non pas par l'amour de la patrie, mais par une frustration, une rancœur. Et la cause de cette frustration, d'après la vidéo? Ce serait le silence de Paris. Le fait que la France n'ait pas félicité officiellement le président Paul Biya après sa dernière réélection. Ah, d'accord. Donc l'info sur le bail ne serait pas une arme pour l'indépendance, mais plutôt une sorte de riposte politique. Une façon de taper là où ça fait mal, en réaction à un manque de respect diplomatique perçu. C'est la lecture qu'en fait la source. Attends, c'est une analyse assez audacieuse. On passe d'un débat foncier à une analyse presque psychologique des intentions du journaliste. Mais est-ce que ça ne mélange pas un peu tout ? Comment ça ? Que la motivation soit noble ou pas, le problème de fond, lui, il existe. Le bail à 1 franc, il est bien réel. Ah oui, bien sûr. Et c'est justement toute la tension que l'analyse soulève. L'argument, ce n'est pas de nier le fait, mais de se demander pourquoi maintenant et pourquoi de cette façon. D'accord. Et pour étayer cette hypothèse d'une indignation un peu sélective, la vidéo pointe ce qu'elle présente comme une contradiction flagrante dans le comportement du journaliste. C'est-à-dire ? Elle montre un retournement de situation. Il y a peu, ce même journaliste critiquait très durement les États-Unis et la France. Il les mettait dans le même sac de l'ingérence occidentale. Ok. Mais très récemment, quand Washington a finalement envoyé ses félicitations officielles, ce même journaliste les a partagées fièrement, abondamment sur ses réseaux sociaux. Donc, le raisonnement de l'analyse, c'est le silence de Paris déclenche une révélation hostile sur un vieil accord, mais les félicitations de Washington, elles, sont accueillies comme une victoire. Une bénédiction tombée du ciel, c'est ça. L'indignation serait à géométrie variable. D'accord, je vois l'argument. Et la vidéo conclut de manière assez cinglante. Quand Washington félicite, on partage fièrement. Mais quand Washington critique, on blacklist et on crie au complot occidental. Ce qui suggère que l'enjeu n'est pas tant la souveraineté comme principe, mais plutôt la recherche de validation,
de reconnaissance. C'est ce que la source avance, oui. Et ça nous ramène à la différence fondamentale avec le Sénégal. Oui, le Sénégal a changé ses lois sans se demander si Paris, Moscou ou Washington allaient applaudir. L'action était son propre message. Exactement. La source, en fait, elle oppose deux modèles. D'un côté, une souveraineté qu'on pourrait dire réactive, émotionnelle, et peut-être instrumentalisée pour des raisons politiques du moment. Et de l'autre, De l'autre, une souveraineté proactive, juridique, planifiée, qui s'inscrit dans le temps long et qui vise des résultats concrets, irréversibles. donc, si on devait synthétiser, retenir quelques points de cette analyse. Le premier pour moi, c'est qu'un fait historique, même scandaleux, ne suffit pas. Non, L'indignation, c'est un moteur, mais ce n'est pas une stratégie. absolument. Et la deuxième leçon, qui est directement liée, c'est que la souveraineté la plus efficace, c'est celle qui s'inscrit dans le dur, dans la loi, dans les contrats, dans les actes administratifs. Le modèle sénégalais. Le modèle sénégalais est flagrant. Ils ont utilisé les outils de l'état de droit pour défaire méthodiquement un héritage qu'ils ne voulaient plus. Et j'ajouterai un troisième point, plus lié à notre époque. Cette histoire nous rappelle qu'il faut toujours se poser la question du « pourquoi maintenant ?» Toujours. Quand une vieille affaire ressort comme ça, dans le débat public, le timing est rarement innocent. Comprendre le contexte est aussi important que l'info elle-même. Ce qui nous amène, je crois, à une réflexion un peu finale qui dépasse ce cas précis. Oui, je pense aussi. Cette analyse, elle soulève une question beaucoup plus large sur la façon dont on débat aujourd'hui. C'est-à-dire, Quand une injustice, passée ou présente, est exposée sur la place publique, dans quelle mesure est-ce que les motivations qu'on prête aux messagers influencent notre capacité à débattre du message ? ah oui, c'est une très bonne question. On a l'impression que la discussion se déplace très vite. On passe du problème de fond, ce bail à un franc, au procès en intention de la personne qui en parle. Et on peut se demander si, à force de juger le messager, on n'en oublie pas un peu de s'attaquer